elles sont ici, les villosités intestinales. Et les villosités intestinales, en complément des valvules connivantes, sont des replis de la muqueuse qui font projection dans la lumière et qui, évidemment, ont comme conséquence, elles aussi, d'augmenter l'interface entre le tissu et la lumière. Et là, Wilson a calculé que le facteur d'augmentation serait de l'ordre de 10. Donc, avec les valvules connivantes et les villosités, on augmente déjà par un facteur 30 la surface de l'interface. Enfin, l'interface est donc potentiellement la surface d'échange. Alors, on reviendra dans un instant sur la structure de ces villosités, mais on va bien sûr rajouter que le dispositif est complété par quelque chose que vous connaissez déjà, puisque à la surface des entérocytes, ce petit plateau strié, qui il y a bien longtemps a été décrit comme une cuticule, un petit feuillet posé sur les cellules épithéliales. Ce petit feuillet est en fait constitué de replis, vous le savez, de la membrane plasmique de surface des cellules, de microvillosités, alignées les unes à côté des autres, et qui elles aussi, donc une signification physiologique au niveau des entérocytes, d'augmenter l'interface entre la membrane plasmique pour le coup des cellules et la lumière, donc augmenter la surface potentielle des échanges à ce niveau. Et là, Wilson a calculé que ce serait par un facteur 20 que les microvillosités contribueraient ainsi à améliorer les possibilités d'échange. On en est à 600. Et si les anatomistes vous ont dit ce que j'espère, qu'il y a à peu près 0,5 m², si le tube digestif à ce niveau-là était plat, etc., il y aura à peu près 0,5 m² de surface du tube digestif. On multiplie par 600, on aboutit à la notion qu'il y a à peu près, grâce aux dispositifs complémentaires représentés chacune à leur échelle par les valvules connivantes, les villosités, les microvillosités, on aboutit à ce que sur l'ensemble de l'intestin grêle, il y a à peu près 300 m² de surface d'échange disponible pour l'absorption intestinale, ce qui est une surface tout à fait respectable, surtout dans la région parisienne. Bon. Valvules connivantes, villosités, microvillosités. Les microvillosités, c'est de la microscopie électronique, de la biologie cellulaire. Ce sont des axes qui, là, sont des replis de la membrane plasmique qui possèdent une armature particulière. Et je vous rappelle, ou je vous précise, parce qu'on ne va peut-être pas décrire ensemble tellement bien, qu'il y a un axe de filament dans l'axe des microvillosités, et qu'on décrit là des filaments d'actine, qu'on décrit là des protéines, je ne sais pas si les biologistes cellulaires ou les physiologistes vous en parlez, qui lient cette actine à d'autres éléments. C'est là qu'on décrit la villine, c'est là qu'on décrit la fimbrine, et qu'on décrit même un peu de myosine dans l'axe de ces villosités. Pour nous, il y a une armature à l'intérieur de l'axe microvillositaire, mais même s'il y a de l'actine, même s'il y a éventuellement un peu de myosine, on n'insistera jamais assez sur le fait que ces microvillosités sont des structures qui sont inertes, incapables de motricité active. En d'autres termes, ce ne sont pas des cils vibratiles. Je sais, vous le savez déjà, mais bon. Par contre, ce qu'il y a d'important, bien sûr, c'est d'insister sur le fait que la membrane plasmique et la zone est une zone qui porte un certain nombre d'éléments et qui porte notamment des enzymes et un certain nombre d'enzymes qui sont capables d'aider soit à terminer, soit à achever la digestion de certains éléments, c'est particulièrement important pour les sucres, soit d'aider à l'absorption de ces substances à la partie apicale de la cellule. Autre élément important, et on le voit notamment lorsqu'on fait ce qu'on faisait autrefois assez souvent, des cryofractures, la microscopie électronique à balayage après cryofracture de cellules épithéliales. On voit ici à la surface d'un entérocyte qu'il y a ces villosités, que les différentes surfaces internes et externes de la membrane sont porteuses d'un certain nombre de petits reliefs qui correspondent à ces molécules de surface, mais on voit aussi qu'il y a une compartimentalisation de l'espace intercellulaire. Vous vous souvenez qu'il y a à la partie apicale des cellules ce fameux complexe de jonction. Le voici en coupe transversale. Ici, à la partie apicale des cellules, il y a des éléments qui cloisonnent en même temps qu'ils lient les cellules entre elles. Et lorsqu'on les examine, on imagine que le plan de la cryofracture est ici, sur la photo qui est un peu plus loin. On voit bien qu'il y a non pas un dispositif ponctuel, mais tout un réseau ici qui correspond à la ceinture représentée par le cadre épicellulaire et qui forme une véritable barrière dans l'espace intercellulaire
entre la partie apicale ici et la partie profonde, qui n'est même pas visible sur la photo, mais qui serait entre les cellules, c'est-à-dire ici, dans l'espace intercellulaire. Ça a son importance, et lorsque les physiologistes vous parleront de l'absorption des lipides à cet endroit, ils vous parleront de l'espace intercellulaire et du fait qu'on peut même décrire entre les cellules épithéliales pardon, à la partie basse ici du système, de petites fentes lymphatiques, de petites fentes triangulaires qui s'appellent les espaces de Grünagen, qui sont des espaces où peuvent se collecter des lipides dans le cadre de l'absorption des lipides. Tiens, au passage, les voies d'absorption, elles sont soit au travers de la cellule, soit en utilisant l'espace intercellulaire, avec notamment donc ici la partie profonde, importance pour les lipides. Ce qu'on voit aussi de temps en temps, regardez ici, regardez là, ou encore là, c'est qu'il y a des lymphocytes qui peuvent traverser l'épithélium. Et là, la règle est respectée, qui veut qu'il y a physiologiquement des lymphocytes intraépithéliaux qu'on trouve. C'est là qu'il y a essentiellement des lymphocytes T, notamment des lymphocytes cytotoxiques de type T8, des lymphocytes qu'on trouve physiologiquement au sein de l'épithélium, mais qui peuvent être augmentés, évidemment, dans certaines circonstances pathologiques. Le PAS et différentes techniques permettent de mettre en évidence notamment le mucus, bien sûr des cellules muqueuses caliciformes, mais permettent également de mettre en évidence des dialdéhydes qui sont présentes dans la bordure en brosse et de faire un PAS sur une coupe histologique d'intestin grêle. C'est une bonne façon de mettre en évidence ici le petit liséré régulier représenté par la ligne des microvillosités. Au passage, il y a des affections où il y a des défauts de formation des microvillosités. Notamment, il y a une maladie de l'enfant qui est une maladie épouvantable qui conduit d'ailleurs à des greffes intestinales qui s'appelle l'atrophie microvillositaire et où il y a un défaut de formation de ces microvillosités et où on n'a pas ce plateau strié régulier à la surface des cellules épithéliales et où par conséquent l'absorption intestinale de ces enfants est très perturbée. Bon. PAS, une des techniques complémentaires qu'on utilise dans l'étude des biopsies intestinales pour étudier notamment l'intégrité de la région de la bordure du plateau strié de ces entérocytes. Les autres cellules, bon, elles ont leur structure. Dans les cellules muqueuses caliciformes, on insiste beaucoup, mais pour vous c'est peut-être un peu loin d'une signification précise, sur le fait que dans la partie supérieure, dans la thèque, qui comporte le calice de la cellule muqueuse caliciforme, il y a une armature de microtubules et de microfilaments à l'intérieur de la cellule, autour de l'inclusion de mucus. On dit même que les microfilaments sont organisés, quelle coïncidence étrange, avec une couche circulaire interne et une longitudinale externe, comme les cellules musculaires lisses de la musculeuse, sauf que ça n'a à peu près aucun intérêt pratique, donc on n'y insistera pas plus que de le dire rapidement ici. Dans l'épithélium, il y a des lymphocytes T, je vous l'ai dit, surtout des lymphocytes T CD8. Très bien, lorsqu'on fait des immunomarquages lymphocytaires, par exemple ici de lymphocytes T, on voit qu'il y a des lymphocytes T en migration dans l'épithélium. Vous voyez qu'il y en a pas mal quand même sur l'axe de cette villosité, mais bien sûr, il y a aussi d'autres populations cellulaires à l'intérieur du chorion, parmi lesquelles, bien sûr, des lymphocytes T, mais d'autres types. Les cellules souches, on l'a dit, elles sont dans les glandes. Et il y a bien dans les glandes, à leur partie moyenne, une zone où on voit des cellules très tassées les unes contre les autres, pas forcément très différenciées, qui correspondent à nos cellules précurseurs, celles qui fournissent de la substance à la fois vers le haut et vers le bas. Cellules endocrines, les réactions, il y en a différents types. On peut les mettre en évidence par immunohistochimie pour telle ou telle population cellulaire, en utilisant un anticorps spécifique de tel ou tel facteur hormonal. Si on recherche les cellules gastrines, on utilise un anticorps antigastrine, la somatostatine, antisomatostatine, etc., etc., etc. Au passage, dans les populations de cellules endocrines, dans les populations de cellules diffuses, si on vous en parle un jour, on vous le détaillera bien sûr comme il faut, mais il y a eu de très nombreuses descriptions différentes de tel ou tel système. Il a été décrit à une époque le système des cellules claires, le système des cellules chromaffines, et aujourd'hui la présentation la plus récente est celle d'un système des paraneurones,
de cellules qu'on considère comme étant un peu de signification neuronale, parce que la plupart de ces cellules sont originaires des crêtes neurales et qu'elles fabriquent des hormones particulières. Et on doit à un auteur japonais qui est mort il y a quelques années, qui s'appelait Fujita, de décrire le système des paraneurones, de décrire une véritable organisation de type nerveuse, même dans les régulations endocrines de la paroi intestinale. Les villosités intestinales sont donc un élément clé de la muqueuse de l'intestin grêle. Elles sont toujours associées, elles sont toujours présentes sur un fond. Excusez-moi, c'est pas brillant décidément. Ces villosités, elles sont nombreuses. On dit qu'il y a à peu près 10 millions de villosités sur l'ensemble de notre intestin grêle. Ces villosités sont toujours associées au socle représenté par la partie profonde de la muqueuse, avec du chorion interglandulaire à ce niveau-là, et les glandes de Libercune, les cryptes, comme les appellent les anglo-saxons. Bon. On doit à un gastro-entérologue français qui s'appelait Bernier d'avoir décrit des unités fonctionnelles et d'avoir dit qu'en fait, dans l'intestin grêle, il y avait, à partir de la notion des cellules souches épithéliales qui sont présentes dans les glandes, ça paraît une réalité évidente aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque où il a décrit, on lui doit d'avoir décrit qu'il y avait des unités fonctionnelles qui associaient un axe villositaire et l'ensemble de la partie profonde de la muqueuse qui lui était associée, notamment l'ensemble des glandes de Libercune qui lui étaient associées. De telle façon qu'un axe villositaire et la partie profonde du chorion, qui comporte à peu près 20 à 30, d'après ses calculs chez l'adulte, glandes de Libercune, forment une unité physiologique de fonctionnement de l'intestin grêle qui s'appelle l'entéron. Et à dire vrai, c'est pas mal vu, en définissant donc les entérons comme des régions qui, sur les coupes, correspondent à un axe villositaire et à toute la partie du chorion qui lui est associée. Très bien. Ces formations ont une hauteur d'environ 1 à 2 mm, un diamètre qui est celui des villosités, en gros, donc 0,1 à 0,2 mm, et possèdent donc un axe conjonctif bordé par le revêtement épithélial de surface au niveau des villosités et les glandes associées. Ces entérons, on peut les retenir comme éléments de compréhension de l'intestin grêle, parce que ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Ils existent bien et on va terminer ce petit chapitre en disant que l'ensemble de la muqueuse et des villosités présente des variations topographiques en fonction du niveau. Ce qui nous amène à décrire en histologie des variations territoriales entre, premièrement, la partie toute proximale, le duodénum. Si vous avez envie de dormir, jeune homme, et si ça vous fatigue trop, je vous suggère d'aller à l'hôtel. Il y en a des très sympathiques dans le quartier. Où, si vous avez des relations, peut-être qu'à la préfecture de police aussi, ils vous donneront un lit pour la nuit. Mais ce n'est pas ici qu'il faut manifester que vous êtes fatigué. Enfin, en tout cas, si vous tenez à ce que je reste de bonne humeur. La partie proximale du grêle, c'est le duodénum tout d'abord. Je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois, il y a un duodénum histologique et un duodénum anatomique. Le duodénum histologique, c'est la première partie, D1 et D2. Et c'est la région au niveau de laquelle on voit associer aux villosités et à la muqueuse des glandes muqueuses pures, qui sont notamment dans la sous-muqueuse, qu'on appelle les glandes de Brunner. Voilà une partie proximale d'intestin grêle, avec ici des glandes de Brunner, égale duodénum. Égale, puisque c'est que de l'histologie, D1, D2 et non pas D3, D4. Dans cette région, les villosités intestinales sont bien développées. Elles ont une hauteur qui est à peu près de 3 fois, c'est ce qu'on dit en général, de 3 fois la hauteur de la zone des glandes de Libercune. Et l'une des difficultés quand on a des coupes, ça peut être de l'apprécier parce que pour voir quel est le niveau où s'arrête le chorion de la muqueuse et où commence l'acte des villosités, il faut vraiment une coupe bien orientée. Enfin, on y arrive quand on persévère. C'est comme tout dans l'existence. Des villosités avec un rapport 3/1, des villosités qui possèdent des cellules caliciformes et de nombreux entérocytes, des villosités dont la forme est variable, et c'est au niveau de la partie proximale du grêle qu'on a décrit pour la première fois la présence de 2 populations principales de villosités, les unes qui sont vraiment des axes digitiformes, donc très effilés, et d'autres villosités qui sont plus aplaties, comme des feuilles d'arbre, et qu'on appelle tout bêtement les villosités foliées. Voilà en microscopie électronique à balayage
le contraste n'est pas terrible, mais des villosités foliées, il y en a beaucoup dans la partie proximale, et notamment dans la partie proximale du duodénum. Qu'elles soient digitiformes ou foliées, le point demeure que ces villosités intestinales répondent à la définition de base de n'être pas seulement un repli de la muqueuse vers la lumière, mais d'être une structure organisée qui a un axe conjonctif revêtu par de l'épithélium de surface et qui possède en son centre trois éléments qui font partie de la définition même de la villosité, qui sont premièrement un axe de muscle lisse qui est tendu depuis la sous-muqueuse vers le sommet de la villosité. Ce muscle lisse, il s'appelle muscle de Bruck, B-R-U-C-K-E, et c'est le premier élément qui caractérise, qui définit une structure villositaire, comme étant autre chose qu'un simple repli. Deuxième élément, il y a une anse vasculaire. Cette anse vasculaire, c'est le système microcirculatoire de la villosité. Au sommet de la villosité, un vaisseau de signification artériolaire, on va dire, méta-artériolaire si vous préférez, arrive. Il se résout en un axe qui va monter dans la villosité, donner un bouquet capillaire et être drainé par une vénule. Donc, un système microcirculatoire qui est shunté à sa base par un segment transversal, circulation artério-veineuse, capillaire, égal échange bien sûr, mais organisé de façon individuelle, de telle façon que chaque villosité correspond à une unité microcirculatoire. Et puis troisièmement et peut-être surtout, au centre également de chaque axe, surtout parce que c'est facile à voir, on trouve un volumineux vaisseau lymphatique qu'on appelle le vaisseau chylifère central, qui a évidemment, lui, pour but de ramener le chyle, la lymphe, qui est éventuellement constituée à cet endroit-là et qui ramène notamment les lipides absorbés dans le cadre de l'absorption des lipides au sein de l'épithélium qu'on évoquait tout à l'heure, vers la périphérie. Des vaisseaux chylifères centraux, il y en a un dans les villosités digitiformes, dans les villosités foliées, il peut y en avoir deux, mais ça ne change rien à la substance de la description. Une villosité intestinale, on l'a dit la dernière fois, on le redit aujourd'hui, ça n'est pas qu'un simple repli, c'est un repli qui possède une organisation fonctionnelle très précise, muscle de Bruck, anse vasculaire, chylifère central. Duodénum, partie proximale, c'est ce qu'on vient de dire, rapport 3/1, et une organisation comme ça. Dans toute la partie d'absorption, c'est-à-dire la suite, la partie proximale du jéjunum, enfin le jéjunum, pardon, et même la partie proximale de l'iléon, mais un peu moins, c'est là qu'on trouve la muqueuse intestinale la plus développée. La voici à faible grossissement. Une muqueuse dont on reconnaît à la partie profonde ici la limite, la musculaire muqueuse, où l'on voit qu'il y a une partie, un socle représenté par la zone des glandes de Libercune et la surface. On pourrait situer la limite à peu près ici, les glandes de Libercune. Ici, en voici deux qui sont de part et d'autre des villosités. Et ici, on a des villosités qui sont essentiellement digitiformes, où on reconnaît au faible grossissement, en tout cas pour ceux qui ont une bonne vue, un bout d'axe central ici avec un peu de muscle et même un bout de vaisseau qu'on devine. Et puis surtout des villosités qui sont dans cette région où l'absorption est particulièrement importante, des villosités hautes. Dans le territoire d'absorption essentielle, on dit que la hauteur normale des villosités fait des villosités hautes, surtout digitiformes, et que le rapport entre la hauteur des villosités et la zone des glandes de Libercune est de l'ordre de 3/1 à 5/1. C'est donc là que les villosités sont le plus développées. Plus on s'éloigne ensuite dans l'iléon et plus on se rapproche de l'extrémité de l'iléon, moins l'absorption est efficace. Alors voilà par exemple des villosités digitiformes et encore un petit bout de villosité foliée dans cette partie de l'intestin. C'est ça une villosité, un repli. Alors effectivement, le socle est en bas et on pourrait définir ici une région intervillositaire entre l'axe des villosités en surface de la muqueuse. Plus on s'éloigne de cette portion jéjunale, plus on va vers l'iléum, moins l'absorption est importante, les villosités vont devenir plus courtes. Un rapport ici dans l'iléon terminal, excusez-moi, entre la zone des glandes ici et
les villosités qui est de l'ordre de 2 sur 1, en tout cas inférieur à 3 sur 1. Et puis, au passage, qu'est-ce qu'on voit? On le devine, dans l'épithélium, dès le faible grossissement, on voit qu'il y a une quantité très importante de cellules caliciformes. Parce que la règle est bien sûr respectée, qui veut que plus on s'éloigne du pylore et plus on se rapproche de la valvule iléocécale, plus il y a de cellules caliciformes et moins il y a de cellules absorbantes. Donc, contrairement à ce que pensaient les anciens au tout début, lorsqu'ils en ont fait des bouches absorbantes, c'est pas là où il y a le plus de cellules caliciformes que ça absorbe le mieux. Forcément que non.